Laissez-moi vous conter une petite histoire, celle du Palais Longchamp. Je suis sûr qu'en découvrant ces images, vous vous attendez à ce que je vous raconte une histoire basée sur le succès d'une famille richissime ou encore sur les ambitions d'une ville en pleine croissance qui vit ses années les plus glorieuses durant le Second Empire. Et pourtant, il n'en est rien. En faisant mes recherches sur ce lieu mythique marseillais, j'ai été abasourdi par son histoire, par ses anecdotes et surtout par la raison même de son existence. Tout d'abord, il faut que vous sachiez en fait que le parc ainsi que le palais sont des projets qui sont secondaires à un plus gros projet. Vous voyez ça comme un petit aménagement que la ville a fait autour du plus gros projet que la ville a porté pendant cette période. Et pour comprendre ce qui a poussé tout ça, il va vous falloir un petit peu de contexte. On est dans les années 1854 à 1856. Marseille va mal, Marseille est assoiffée et Marseille est malade. Le choléra vient de prendre la vie de plus de 2500 Marseillais, et ce, principalement dû au manque d'eau potable dans la ville. Ce drame agit comme un électrochoc, et dès 1958, sous l'impulsion du maire Maximin Consola, une idée refait surface. Une idée qui était née au XVIe siècle est remise sur la table. Et si on faisait un canal pour récupérer l'eau de la Durance et pour aller jusqu'à Marseille? Et pour le nom du canal, on va pas trop s'emmerder, mais on va l'appeler le canal de Marseille. Alors je sais, vous allez me dire, mais fantômes, quel rapport il y a entre le canal de Marseille et le Palais Longchamp? Justement, j'y viens. Le canal seul n'aurait pas servi à grand chose. Pour pouvoir distribuer l'eau aux Marseillais, il fallait un château d'eau. Et de préférence dans un endroit qui surplombe la ville. Et c'est là que vous commencez à comprendre. En réalité, le Palais Longchamp, c'est avant tout un château d'eau. Alors oui, vu comme ça, on peut se demander, mais il est où le château d'eau en fait? Eh ben, le bâtiment central que vous voyez, en réalité, c'était l'ancien château d'eau. Et en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque la plupart des réserves étaient souterraines. Et oui, sous mes pieds, à l'heure actuelle, il n'y a pas de la terre ou de la roche. Il y a deux grandes citernes voûtées qui peuvent contenir jusqu'à 30 000 m3 d'eau. Pour vous donner une idée, c'est littéralement 12 piscines olympiques. Et comme elles sont asséchées à ce jour, c'est littéralement 30 km² de vide qu'il y a sous mes pieds. Et je suis sûr que la plupart des gens qui viennent marcher ici ne sont même pas au courant de ce qu'il y a en dessous de leurs pieds. Et c'est pas du tout la seule anecdote folle qu'il y a par rapport à ce lieu. Mais avant de continuer, si vous aimez le contenu que vous êtes en train de voir, prenez 2 secondes pour vous abonner, activer les notifications et mettre un petit like. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne qui est encore toute petite. Autour de ce château, 2 ailes sont présentes. 2 ailes qui représentent 2 musées. L'un musée d'histoire naturelle, l'autre musée des beaux-arts. Derrière ce château, c'est un parc public de 9 hectares où l'on trouve beaucoup de sculptures animalières. Et si les animaux ont été mis à l'honneur dans ce parc, ça n'est pas pour rien. Ce parc était autrefois un jardin zoologique. Et là, je ne vous parle pas de 2 paons ou de quelques ragondins qui vivaient ici à l'année. Non, non, non. Je vous parle de 2500 animaux qui vivaient au cœur même de Marseille. 2500 animaux venus des 4 coins du monde. On y trouvait des lions, des tigres, des ours, des girafes, des éléphants. Le théâtre de la girafe que vous voyez ici, il s'appelle comme ça car il y avait une girafe qui vivait ici avant que ce soit transformé en théâtre. Le bassin que vous voyez là à l'entrée, qui était plus profond à l'époque à mon avis, était habité par un couple de dauphins. Bon, en ce qui concerne le bien-être animal, je crois que c'était pas forcément une priorité à l'époque. On peut d'ailleurs trouver sur internet des témoignages qui parlent de la tristesse qu'on pouvait lire dans les yeux de certains animaux ou encore de l'odeur qui pouvait émaner des cages. Certains animaux se laissaient littéralement mourir. Je suis quand même content qu'aujourd'hui ce soit un simple parc public. Ce zoo ferma ses portes en 1987 alors que la ville n'avait plus le budget ni la volonté de l'entretenir. Et durant les années suivantes, peu de personnes venaient ici. Cet endroit traînait même une réputation de parc fantôme où l'on entend encore les échos des rugissements passés.
Bon, on va pas finir ce vlog sur une histoire aussi triste. Du coup, je vais vous raconter quelques anecdotes sympathiques qu'il y a autour du quartier dans lequel est situé ce palais et ce parc. On est donc dans le quartier des 5 avenues, et si ce quartier porte ce nom, c'est aussi simple que son nom. 5 des plus grandes avenues de Marseille, notamment du centre-ville, se rejoignent ici. Ce quartier a vu le départ d'un événement historique mondial, puisque c'est d'ici que la première montgolfière a décollé pour traverser la Méditerranée. Cet exploit a été réalisé par un certain Alphonse Fonder et Louis Capazza, qui ont été officiellement les premiers hommes à voler au-dessus de la Méditerranée. Leur objectif était d'atteindre la Corse, et aidés par le Mistral qui poussait assez fort ce jour-là, ils ont réussi l'exploit de traverser depuis Marseille vers la Corse en montgolfière. D'ailleurs, dans ce quartier, il y a une rue qui porte le nom de Alphonse Fonder, qui vient justement de cet événement. Pour ce qui est de Louis Capazza, il n'a pas eu droit à cet honneur, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là, c'était Fantôme pour vous divertir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La bise.